Comment investir en bourse de A à Z en 2024? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors vous allez voir qu'on va prendre plein d'exemples de profils d'investisseurs différents. On va en prendre 3 avec des exemples de portefeuille, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Juste avant de commencer, si vous voulez justement télécharger cette mind map, et vous allez voir que justement on va voir aussi des exemples d'actions pour les personnes qui veulent justement investir dans les actions et pas dans des ETF. Vous pourrez directement télécharger la mind map dans la description. Vous avez juste à m'envoyer votre mail et moi je vous envoie ça. Et aussi vous aurez cette checklist aussi d'actions. Vous allez voir. On va voir tout ça ensemble, hein. Mais globalement pour le dernier profil dont on va prendre l'exemple, on va voir des exemples d'actions pour un portefeuille, on va dire, bien diversifié, etc. Donc on va commencer maintenant. Donc on va scinder cette vidéo en 5 parties. La première partie, ça va être de définir son profil d'investisseur en 4 questions. Alors c'est vrai que le profil d'investisseur, il y a beaucoup de personnes qui insistent là-dessus, et c'est vrai, c'est vraiment la première étape, c'est définir son profil d'investisseur. Par contre, c'est quelque chose en vérité qui est très simple à définir. En quelques questions, on peut finalement avoir plus de 80% de son profil qui est défini. Et là, on va voir qu'en 4 questions, justement, on peut très bien définir son profil. Ensuite, on prendra justement l'exemple de 3 profils différents, comme je l'ai dit, donc des profils qui sont plus ou moins risqués avec, on va dire, un budget qui est plus ou moins conservateur, etc. Ensuite, donc on va voir, la deuxième étape, ça va être d'établir un budget. Donc là, pour le coup, on va prendre l'exemple de ces 3 profils-là, justement, avec un budget qui est plus ou moins assez conservateur, ensuite un budget moyen et ensuite un budget élevé. Ensuite, on verra donc la sélection du courtier. Ça, c'est très important de bien sélectionner son courtier. Je vous montrerai donc les 2 courtiers que personnellement j'utilise. Alors, il n'y a pas de partenariat direct avec cette vidéo. Par contre, vous aurez un lien d'affiliation pour ces 2 courtiers-là. Et ensuite, on va avoir donc la 4e étape qui va être de construire et répartir ses actifs. Là aussi, ça va être très très important parce qu'en fonction de votre profil, on va sélectionner des classes d'actifs qui vont être différentes. On va répartir ces différentes classes d'actifs différemment, justement en fonction de votre tolérance au risque, en fonction de votre profil en fait d'investisseur. Et ensuite, on verra durant la 5e étape comment suivre son portefeuille sur la durée, durant finalement tout le processus, durant toute la durée durant laquelle vous voulez investir. Et donc, c'est parti, on attaque maintenant. Donc la première question à se poser, ça va être quel est votre horizon d'investissement? Alors ça paraît bête, mais vraiment sans ça, on peut pas savoir finalement comment est-ce qu'on va répartir vos actifs, quels actifs choisir, etc. Donc la question, c'est vraiment une question très importante à se poser. Est-ce que vous êtes là pour 5 ans? Est-ce que vous êtes là pour 10 ans? Est-ce que vous voulez investir pour 15, 20, 30 ans? En fonction de ça, en fonction de la durée choisie, de la durée déterminée, vous allez répartir vos actifs différemment. Donc ça, c'est la première question très importante. Ensuite, on va avoir quelle est votre tolérance au risque? Alors ça, c'est une question assez abstraite finalement à se poser, mais pour schématiser ça, vous pouvez par exemple prendre l'exemple de... imaginons que vous avez un portefeuille de 200 000 € et que demain, vous réveillez avec moins 30% sur votre compte, soit moins 60 000 €. Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez tout vendre par peur ou est-ce que finalement vous êtes capable de tolérer cette perte sèche de 30%. Alors bon, globalement, on n'est jamais content de se lever le matin et de voir moins 60 000 € sur notre compte d'investissement, mais la question c'est justement quel est le degré, à quel point est-ce que vous allez être capable de tenir ou pas face à cette perte. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, il va y avoir l'objectif de rendement. Quel est votre objectif de rendement? Est-ce que vous voulez un rendement conservateur de 5% par an? Est-ce que vous voulez un rendement conservateur de 8% par an? Conservateur non, mais du coup moins conservateur de 8% par an, ou est-ce que vous carrément voulez battre le marché et faire plus de 10% par an sur votre durée d'investissement? Donc tout ça, ça va vraiment être très important. C'est très important de définir ces objectifs de rendement, et finalement il doit y avoir une corrélation, une correspondance entre votre objectif de rendement et aussi le risque que vous êtes prêt à prendre. Alors c'est vrai que juste avant, j'ai assimilé le risque à finalement la volatilité. Bon, c'est pas forcément vrai, mais pour le coup, il y a une corrélation entre le rendement que vous voulez avoir et le risque que vous êtes prêt à prendre pour avoir ce rendement. Si par exemple, vous voulez un rendement de, je sais pas, plus de 10% par an ces prochaines années, derrière, il va falloir, faut être capable d'investir une grosse partie de son patrimoine dans les actions, parce que c'est les actions qui font finalement, qui sont les actifs les plus rentables. Donc globalement, vous n'allez pas avoir par exemple, je sais pas, d'obligations ou autre dans votre portefeuille, parce que ça va compromettre le rendement. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir une corrélation, une correspondance entre votre objectif de rendement et aussi votre tolérance au risque, tolérance à la volatilité, etc., etc. Et ensuite, la dernière question, une question très importante que je vois finalement assez peu, c'est quel est le temps et l'énergie que vous voulez consacrer à l'investissement? Est-ce que vous voulez consacrer
je sais pas, une journée par semaine? Est-ce que vous voulez consacrer une journée dans l'année à vos investissements, et cetera? Donc, on peut schématiser ça aussi par heure, on va dire. Est-ce que vous voulez mettre 2 heures dans le mois dans vos investissements? Est-ce que vous voulez mettre 2 heures par semaine, et cetera, et cetera? En fonction du temps que vous voulez consacrer à l'investissement, bah, vous allez aussi avoir des objectifs. Enfin, vous devez aligner, on va dire, tout ça. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez consacrer 5 minutes par mois à vos investissements en investissant dans, par exemple, je sais pas, des fonds indiciels, des ETF, etc., bah, vous n'allez pas pouvoir faire 12, 13, 14% par an de rentabilité sur le long terme, comme par exemple pourrait le faire quelqu'un qui va passer plusieurs heures, on va dire, par semaine ou plusieurs heures par mois, qui va peaufiner, essayer d'optimiser son portefeuille en allant dénicher des pépites, des small caps, etc. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est que vous devez être aligné sur le temps et l'énergie que vous voulez consacrer à l'investissement, votre objectif de rendement et aussi donc votre tolérance au risque, qui sont vraiment finalement des points clés de votre profil d'investisseur. Donc là maintenant on va prendre nos 3 profils d'investisseurs. Donc le premier profil, ça va être Manon, qui a un horizon d'investissement de 5 à 10 ans, donc plutôt court, moyen terme, et une tolérance au risque donc qui est faible, un objectif de rendement de 5% annuel. Bien sûr, quand on parle de rendement, on parle de rendement net d'inflation, c'est très important, parce que finalement quand on parle de rendement nominal, il n'y a pas de création de richesse derrière, donc il faut vraiment parler de rendement net d'inflation. Donc là on parle de 5% annuel net d'inflation, et ensuite on va avoir donc un temps à consacrer le moins possible, c'est-à-dire que finalement voilà le moins possible. Donc ça veut dire on va pas faire de gestion active, etc. On va vraiment être focus sur des fonds indiciels, des ETF, etc., etc. Ensuite, on va avoir Joris, qui va avoir donc un horizon d'investissement de 20 ans, donc là plutôt long terme, même très long terme, tolérance au risque moyenne, objectif de rendement 7% annuel, net d'inflation, je précise, le temps à consacrer le moins possible. Et ensuite, on va avoir Marc, qui va avoir un horizon d'investissement de 40 ans, une tolérance au risque très élevée, un objectif de rendement de 10% annuel et un temps à consacrer supérieur à 4 heures par mois. Donc là, pour le coup, voilà. On a vraiment cette distinction et cet alignement, on va dire, entre finalement le temps à consacrer, l'objectif de rendement, la tolérance au risque, parce que voilà, par exemple, quand on voit que Manon, elle a une tolérance au risque faible, derrière, elle va pas pouvoir avoir un objectif de rendement de 10% par an, donc elle s'ajuste et on met un objectif de rendement de 5% annuel pour que ce soit vraiment aligné au niveau de ces composantes-là. Et pareil pour Marc, pour le coup, tolérance au risque très élevée, donc on est capable d'aller chercher du rendement, et là pour le coup, ça va être un objectif à 2 chiffres, donc 10% annuel, et bien sûr, le temps à consacrer, il est là aussi, c'est-à-dire que pour aller par exemple chercher des actions, dénicher des actions, pourquoi pas des small caps, etc., pour augmenter le rendement, et là on va avoir un temps à consacrer qui est supérieur à 4 heures par mois. Donc voilà. Ensuite, on va établir un budget. Alors pour Manon, on va avoir par exemple un budget de 100 euros par mois. Pour Joris, on va avoir un budget de 500 euros par mois. Et pour Marc, on va avoir un objectif de plus de 1000 euros par mois. Et on va voir qu'en fait, en fonction de ces budgets, là aussi, on va devoir répartir correctement ses actifs. Par exemple, pour une personne qui a 100 euros par mois, déjà, il va falloir faire moins de transactions sur les courtiers, parce que les courtiers, c'est dans la plupart du temps des transactions qui sont, des frais qui sont fixes. Donc ça veut dire que par exemple, si vous avez 100 euros par mois à investir et que vous avez par exemple je crois que sur Interactive Broker, le courtier justement qu'on va voir juste après, on peut descendre jusqu'à 0,35 dollars par transaction en fait, mais en temps normal je crois que c'est 1 dollar par transaction. Donc globalement 1 dollar par transaction, si vous avez 100 euros par mois à investir, ça fait que si vous faites 3 transactions par mois, vous avez 3% de frais sur vos 100 dollars, sur vos 100 euros pardon. Donc globalement c'est quand même important, et c'est pour ça qu'il va falloir minimiser le nombre de transactions et aussi minimiser le nombre d'actifs, la complexité on va dire du portefeuille, parce que quand on a un petit budget, ça va être compliqué de répartir, de très bien diversifier, etc., ces classes d'actifs. Donc l'idée c'est vraiment de simplifier au maximum la répartition d'actifs. Donc on va voir ça juste après. Ensuite 500 euros par mois, là pour le coup on peut faire plus de transactions, même si l'objectif de toute façon quand on investit à long terme, c'est vraiment de minimiser le nombre de transactions au mois dans l'année, parce que au mois et dans l'année, parce que comme ça on limite les frais de transaction tout simplement. Et ensuite on a un budget de plus de 1000 euros par mois. Donc là pour le coup on peut, on va dire entre guillemets, complexifier la répartition d'actifs. Alors le but de complexifier, c'est pas que ça devienne on va dire imbuvable, mais c'est justement de s'adapter au profil entre autres de Marc. Là pour le coup le profil il est très élevé, une tolérance au risque très élevée, un temps à consacrer plus de 4 heures par mois, etc. Donc là pour le coup on va pouvoir aller dénicher des actions par exemple et répartir ETF / socle passif, donc avoir une partie en ETF et un socle actif où on va avoir une partie en actions individuelles qu'on va aller dénicher, qu'on va
les analyser, etc., etc. Donc en ce qui concerne les courtiers, il y en a deux principalement que j'utilise. Le premier, ça va être Interactive Broker et le deuxième, ça va être DeGiro. Donc j'ai commencé à utiliser DeGiro avant Interactive Broker. Personnellement, étant donné que j'avais de gros montants sur DeGiro, je voulais pas, on va dire, les déplacer directement sur Interactive Broker. Donc j'ai préféré ouvrir un compte titre directement sur Interactive Broker. Et donc c'est pour ça que maintenant j'ai les deux. Mais globalement aujourd'hui, il faut savoir que Interactive Broker, c'est de toute façon le courtier qui est incontestablement le meilleur en termes d'accessibilité au marché, en termes de frais. Ils sont extrêmement compétitifs, ils sont plus compétitifs que DeGiro, etc. Donc et même au niveau de la fiabilité, au niveau de l'ancienneté, on est sur un courtier qui a été créé, je crois, à la fin des années 70. Qui est coté en bourse. C'est une boîte qui pèse plus de 60 milliards de dollars aujourd'hui. Donc au niveau fiabilité, au niveau solidité, etc. Il n'y a pas mieux. Donc honnêtement, après voilà, DeGiro est très bien aussi. J'en ai mis deux parce que effectivement, je fais pas de toute façon de conseils ou quoi par rapport à ça. Donc je vous invite à aller voir ça de plus près. Mais de toute manière, ce sont deux courtiers qui sont excellents. Et de toute façon, vous avez un lien d'affiliation si jamais ça vous intéresse d'aller regarder ça. Donc voilà. Si par exemple je regarde pour Interactive Broker, là on est sur donc les frais en fait du courtier et on voit que on peut descendre jusqu'à 0,35 $ par ordre, ce qui est extrêmement faible si on est sur un plan dégressif, parce qu'il y a deux plans, il y a le plan dégressif et le plan fixe, donc ça vous pouvez directement changer à l'intérieur sur votre compte, mais globalement vous pouvez être jusqu'à, enfin pour les actions américaines, vous pouvez descendre jusqu'à 0,35 $ par ordre, ce qui est extrêmement faible. Et même finalement pour les petits budgets qui sont de quelques centaines d'euros, on a vu par exemple le budget qu'on va prendre pour le premier profil de Manon qui a 100 € par mois à investir, 0,35 reste finalement très faible et ça permet aussi pour ces personnes-là, on va dire, d'investir des petits montants, etc. Donc au niveau des frais, ça reste très compétitif et très intéressant. Ensuite, on a aussi, alors ça c'est pour les gens qui ont d'assez gros montants, on a des taux d'intérêt et ça aucun autre courtier ne permet de faire ça. Du moins à ma connaissance, je crois que DeGiro ne fait pas ça. Et en fait, il y en a très peu qui font ça, en tout cas qui sont au même stade que Interactive Broker. On a, je crois pour les personnes qui ont plus de 100 000 $ de net asset value, donc d'actifs net sur la plateforme, ils peuvent directement avoir une rémunération sur les dollars. Donc ça peut être des dollars, ça peut être des euros, etc. en fonction de la devise finalement que vous avez. Au-dessus des 10 000 premiers dollars, vous avez une rémunération de 4,33% et c'est une rémunération qui est variable, c'est en fonction des taux d'intérêt de la banque centrale, etc. Donc c'est quand même, ça reste très intéressant, ça reste un taux qui est très intéressant. Alors il y a le PFU, bien sûr, si vous êtes domicilié fiscalement en France, vous devez payer bien sûr le PFU sur ça, mais donc la flat tax de 30%, qui va d'ailleurs je crois bientôt passer à 35, mais ça reste quand même un taux qui est très intéressant. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on va s'attarder à la partie la plus intéressante, donc comment construire son portefeuille, comment répartir, comment choisir ses classes d'actifs et comment répartir ces classes d'actifs au sein de son portefeuille. Donc ça va vraiment être la question à laquelle on va essayer de répondre. Donc on va prendre 3 exemples de portefeuille. Alors je tiens à prévenir que bien évidemment, c'est pas un conseil personnalisé, c'est une base que personnellement j'ai faite pour chacun de ces profils, mais c'est bien évidemment pas à reproduire, on va dire aveuglément. Après, vous pouvez partir de cette base et par exemple, essayer de vous ajuster vous-même en fonction de vos objectifs de rendement, votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement, etc., etc. Mais bien évidemment, c'est une base et après, c'est à peaufiner en fonction de vous. Donc on va commencer par le premier, donc Manon. Donc je rappelle, Manon c'était 100 € par mois de budget avec aussi donc une tolérance au risque qui est faible et un horizon d'investissement entre 5 et 10 ans. Et donc qu'est-ce que j'ai pris pour ce profil-là? On va avoir par exemple un ETF en action S&P 500 ou un ETF monde, donc un ETF World qui va prendre 50% du portefeuille. Alors il faut savoir que pourquoi 50%? Globalement plus on va se rapprocher des 10 ans, c'est-à-dire que pour l'exemple de Manon, si je reviens juste ici, on avait un horizon de temps d'investissement entre 5 à 10 ans. Plus on va se rapprocher des 10 ans, plus ça va être intéressant de se rapprocher des 50% de pondération sur l'ETF en action. Et d'un autre côté, si on va plus être sur les 5 ans d'horizon d'investissement, plus ça va être intéressant de baisser cette on va dire répartition dans l'ETF en action parce que les actions sont très volatiles et très risquées à court terme. Par contre, sur le long terme, elles sont beaucoup moins risquées. Donc c'est pour ça que plus vous avez un horizon de temps qui est court, plus il faut faire attention sur votre pondération que vous avez dans les actions parce que les actions, ça peut chuter. Peut y avoir une volatilité qui est énorme à court terme et le futur, c'est ce que disait Warren Buffett, c'est que les actions sont très incertaines pour demain, mais par contre sont très peu risquées pour du long terme. Si vous avez un horizon de temps d'investissement supérieur à 15-20 ans, c'est très peu risqué. Par contre,
si vous avez un horizon de temps qui se rapproche aux alentours de même entre 0 et 5 ans, etc., bah là, ça va pas être du tout intéressant d'aller sur des ETF en action. Du moins pour une grosse partie de votre portefeuille, il va falloir faire très attention parce que bah, vous pouvez vraiment vous manger des grosses chutes dans la figure et ça peut faire très mal sur votre performance. Et donc c'est pour ça que j'ai comblé ça avec un ETF en obligation, donc le GOVT, qui est un ETF qui va avoir, donc c'est un fonds d'investissement qui va avoir des obligations américaines d'État, donc les obligations d'État américaines en portefeuille. Donc il va y avoir des obligations à court terme, à moyen terme et à long terme. Et là pour le coup, on va prendre 50% du portefeuille et on voit que si en fait je me mets directement sur la fiche juste ici, on voit qu'à peu près 80% du fonds est investi dans des obligations à court terme. Pourquoi? Parce que c'est, en tout cas pour nous c'est beaucoup mieux parce que si on a un horizon d'investissement à court terme comme Manon, bah forcément, ça va être plus intéressant d'aller sur des obligations à court terme parce que les obligations à long terme sont plus sensibles aux variations économiques. Donc ça, c'est pour ça que c'est quand même plus intéressant. Et justement, si vous avez un horizon de temps qui se rapproche du court terme, donc qui se rapproche des 5 ans, plutôt que des 10 ans, bah, autant augmenter la part d'ETF en obligation et diminuer la part d'ETF en action pour mieux, on va dire, gérer votre risque et avoir, on va dire, un portefeuille qui est mieux équilibré en fonction de vos objectifs personnels. Donc si je prends par exemple des backtests qui ont été faits, donc là j'ai fait des backtests directement sur l'outil Portfolio Visualizer, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez essayer, mais globalement j'ai fait des backtests dessus. Donc là, on a la répartition qu'on a, donc les actions américaines, ensuite les obligations à 10 ans et les obligations, donc j'ai essayé de trouver à peu près le juste milieu pour ressembler au maximum à l'ETF, et les obligations à court terme. Et ensuite, on peut voir que là, si on zoome un petit peu, alors je vais zoomer un petit peu, voilà, comme ça, on peut voir les performances depuis 1977 jusque 2024 aujourd'hui. Il faut savoir que donc la courbe, si je vais, attends, je vais peut-être encore augmenter, voilà, juste ici. La barre en bleu, ça va être notre portefeuille. La barre en vert, ça va être un portefeuille 100% en actions américaines. Et ensuite, la barre en grise, ça va être un portefeuille qui est à 100% composé en obligations. Et là, on voit qu'en fait, globalement, effectivement, notre performance à long terme va être plus faible que que si on est à 100% pondéré sur des actions, mais c'est normal, hein, c'est parce que forcément, quand on a une part un peu d'obligation, forcément ça réduit la performance parce que les actions sont plus rémunératrices sur le long terme. Par contre, ça va permettre de réduire la volatilité. On peut voir qu'en fait, juste ici, quand on regarde le drawdown, donc en gros la perte maximale par année, on voit qu'en fait, dans les années 2000, en fait, le portefeuille numéro 2, donc le portefeuille qui est composé à 100% d'actions, on voit qu'il a chuté de 40%, alors que le nôtre, il a chuté seulement de moins 12%, quelque chose comme ça, moins 12, moins 14%, ce qui est beaucoup plus faible finalement que celui qui était justement à 100% pondéré en action. Et justement, c'est est-ce que vous êtes capable est-ce que vous êtes capable d'endurer cette perte de moins 40%? C'est pour ça que vraiment c'est une question à se poser au niveau de votre profil d'investisseur. Est-ce que si demain vous avez 100 000 euros, 200 000 euros sur votre compte, est-ce que vous êtes capable d'endurer une chute de moins 30 voire moins 40%, parce que c'est déjà arrivé. La crise des subprimes, c'est déjà arrivé, et durant la crise des années 2000 et même les crises avant, les différents cracks, c'est déjà arrivé. Donc il faut vraiment vous poser la question de est-ce que vous êtes capable d'endurer cette chute, parce que effectivement sur quelques centaines voire quelques milliers d'euros ça peut paraître faible, mais sur plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'euros, là on part direct sur des pertes qui sont immenses, et donc forcément ça peut vraiment vous atteindre psychologiquement. Et là on voit que dans ce portefeuille là, certes sur le long terme il est moins rentable, mais par contre vous êtes sur un portefeuille qui est beaucoup moins volatile, et donc ça peut rassurer certaines personnes. Et donc au niveau des performances annuelles, on est à 7% par an, et au niveau des performances réelles, donc ça c'est net d'inflation, une fois qu'on déduit l'inflation, on est à 5,1% par an depuis 1994. Donc on passe de 10 000 euros à 37 000 euros, et en performance nominale, ce qui aura vraiment affiché sur votre compte, on passera de 10 000 euros à 79 000 euros. Mais il faut bien comprendre que la différence ici, elle se fait sur le pouvoir d'achat, hein, c'est-à-dire que vous allez, sur votre compte bancaire, sur votre compte par exemple d'investissement, vous allez passer de 10 000 euros à 79 000 euros. Par contre, derrière de pouvoir d'achat, vous n'aurez pas fait 7% par an, vous avez fait seulement 5,1% par an, parce que c'est important de déduire l'inflation, qui est finalement la perte de la valeur de notre monnaie. Et donc là, pareil, on a affiché les performances
par actif. Donc on a donc les performances des stocks, donc des actions en bleu foncé, et ensuite on va avoir les obligations à court terme et les obligations à 10 ans. Et on voit que par exemple durant 2008, on voit que les stocks, enfin les actions ont chuté de 40% quasiment, et à côté de ça, les obligations et les obligations court terme, les obligations à 10 ans ont pris plus 20%, entre plus 5 et plus 20%, ce qui contrebalance, on va dire, le risque, et ce qui permet de réduire la volatilité. Et c'est également ce qui s'est passé durant les années 2000, où les actions ont eu 3 années d'affilée où c'était négatif, et à côté de ça, les obligations ont permis de contrebalancer la performance, parce qu'on a eu une performance positive 3 fois d'affilée. Donc c'est vraiment une histoire c'est vraiment pour atténuer la volatilité, hein, parce que c'est sûr que sur le long terme, les actions vont être plus performantes, mais d'un autre côté, est-ce que vous êtes capable d'endurer cette volatilité-là? Donc c'est pour ça que là, pour ce portefeuille, c'est mieux de bien contrebalancer le risque en ajoutant de l'obligataire pour pouvoir atténuer, on va dire, la volatilité et avoir une meilleure pondération, on va dire, globale. Je vous prends juste 30 secondes de votre temps pour vous dire qu'on a rouvert des créneaux avec Joe, donc pour l'académie Boursogramme. Donc voilà, on a rouvert des créneaux là pour novembre du 20 au 22. Donc n'hésitez pas, si vous commencez à investir en bourse et que vous voulez aller plus loin, commencer à investir dans des small caps, commencer à construire votre portefeuille d'ETF, etc. N'hésitez pas à réserver un appel avec nous. On fera une mise au point de votre situation, c'est complètement gratuit. On fera un audit, on pourra faire un audit de votre portefeuille, un audit de votre stratégie et voir si on peut vous accompagner. C'est complètement gratuit. Dans le pire des cas, vous repartez avec énormément de valeur. Donc voilà, donc on a rouvert des créneaux pour novembre. Donc à savoir que voilà, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, les créneaux pourront être plus ou moins fermés, à savoir qu'on n'en rouvre pas souvent, donc vraiment profitez de cette occasion. Et puis voilà, donc réservez un appel si ça vous intéresse, et puis nous, on passe à la vidéo. Donc maintenant on passe à Joris, donc je me mets rapidement sur son profil. Donc je rappelle qu'on a un horizon d'investissement de 20 ans, une tolérance au risque moyenne, un objectif de rendement de 7% annuel, et donc net d'inflation, je précise, et un temps à consacrer qui est aussi le moins possible. Donc là aussi, étant donné qu'on est sur un temps qui est le moins possible à consacrer, on va se focaliser sur la gestion indicielle principalement. Donc je me mets directement sur son portefeuille, donc on voit qu'on a quand même 4 lignes, donc 4 différents ETF qu'on va pouvoir ajouter. Donc ce qui est quand même beaucoup, mais on va voir que justement on va pouvoir optimiser tout ça justement lors du suivi, on va dire, du portefeuille et lors de la construction du portefeuille en lui-même, parce que c'est vrai que forcément quand on avait par exemple le profil de Manon où on avait 100 € par mois à investir, donc là pour le coup avoir 5 lignes sur 100 € par mois, c'est pas possible. Par contre quand on a 500 € par mois, ça devient déjà plus facile, et on va voir que de toute façon, quand on va alimenter notre portefeuille, le but, ça va pas être de faire d'ajouter ces 4 lignes, donc faire 4 transactions tous les mois. Le but, c'est justement de faire un choix et de faire entre 1, voire 2, voire maximum 3 transactions tous les mois. Mais le but, c'est vraiment de minimiser le nombre de transactions tous les mois afin de minimiser les frais, et comme ça vous permet de faire un choix sur finalement quelle est la meilleure ligne aujourd'hui à renforcer dans votre portefeuille. Donc pour ce qui est de l'ETF en action aux US, donc là j'ai mis US, donc soit vous choisissez le ESE comme celui d'avant, soit vous choisissez le WPEA, donc c'est vrai que je les ai pas présentés tout à l'heure, mais globalement le ESE, donc ça va être l'ETF de BNP Paribas, donc ça va être celui-là, qui a d'ailleurs baissé ses frais très récemment, depuis quelques mois, je crois. On était à 0,15, là on est passé à 0,12% par an. Donc c'est l'ETF le plus compétitif du PEA. Donc là pour le coup, pareil, on est sur un ETF qui est extrêmement performant, et personnellement, déjà que en plus qu'il est moins cher, d'un autre côté, vous pouvez vraiment profiter sur les entreprises américaines seulement, qui vous permet de maximiser, on va dire, votre performance sur le marché des actions, au contraire du MSCI World, qui finalement va avoir une performance qui est plus faible, parce que on a des actions qui sont américaines, mais pas que. On a 30% ou voire 30, je crois 30 ou 25% de l'ETF qui est investi dans des actions qui ne sont pas américaines. Donc voilà, après à chacun de faire son choix. Personnellement, je préfère prendre l'ETF directement aux US, donc le SE. Donc pareil, là on va en avoir pour 50% du portefeuille. Ensuite on va avoir un ETF rate qui est le TRET, et qui est pour 15% du portefeuille. Alors lui, il vous permet de vous exposer au marché des rates. Les rates, ce sont des Real Estate Investment Trust. En gros, ça va être des entreprises qui sont spécialisés dans l'immobilier, qui vont acheter des biens immobiliers, qui vont les louer. En fait, donc il y a plusieurs types de rates, les rates qui sont commerciales, les rates qui sont, on va dire, résidentielles, etc., etc. Et pour le coup, en achetant cet ETF, donc l'ETF TRET,
Donc là, je me mets directement dessus. On voit qu'on a vraiment beaucoup de rates qui sont notamment très connus. La plus grosse rate aux États-Unis qui est Prologis, qui loue des entrepôts, notamment à FedEx, à Amazon, etc. Et on va avoir Public Storage qui est une rate dans le stockage. Realty Income aussi qui est très connu. Et donc, ce sont des entreprises qui sont dans l'obligation de verser, un dividende pour avoir un avantage fiscal. Et en fait, là aussi, on a donc une performance qui est très bonne, à savoir que c'est un ETF qui est distribuant. Donc là, pour le coup, il va vous distribuer un dividende. Donc on n'est pas sur un ETF qui est capitalisant. Et là aussi, ça vous permet de mieux, on va dire, diversifier, de mieux décorréler votre portefeuille, parce qu'il faut savoir que les rates performent mieux en temps de crise, historiquement, que les actions de manière générale. Donc ça peut être intéressant pour décorréler un petit peu son portefeuille, même si ça reste des actions, effectivement. Donc pour 15% du portefeuille, entre 10 et 15% du portefeuille, ça semble vraiment très intéressant. Et donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va avoir l'ETF en obligation, donc le TLT. Donc cette fois, ça va être un autre ETF qui va être sur des obligations américaines, pareil, des obligations d'État américains, sauf que ça va être des obligations qui sont dont la maturité des obligations sont supérieures à 20 ans. Donc là, on n'est pas sur des obligations qui sont court, moyen terme, mais plutôt des obligations qui sont long terme. Et là, pareil, pour 20% du portefeuille. Et là, on peut se poser la question de finalement, pourquoi est-ce qu'on met des obligations alors qu'on a un horizon de temps d'investissement, un horizon d'investissement qui est de 20 ans et qui est quand même long. En fait, c'est parce que Joris, il a une tolérance au risque qui est moyenne, justement. Et il est prêt à investir justement une grosse partie dans les actions pour maximiser, on va dire, sa performance. Mais d'un autre côté, il n'est pas prêt à avoir de grosses, on va dire, chutes dans son portefeuille, par exemple, comme on a pu l'avoir durant la crise des subprimes, comme on a pu l'avoir durant la bulle technologique, etc. Lui, il n'est pas prêt à avoir des moins 40% sur son portefeuille. Et donc, c'est pour ça qu'il veut atténuer la volatilité en ajoutant notamment des obligations en portefeuille. Donc, c'est pas qu'une question de performance, c'est aussi une question de gestion de la volatilité. Et là, pour le coup, il préfère un portefeuille qui est un peu moins volatile, mais d'un autre côté qui est un peu moins performant, mais qui d'un autre côté va être un peu moins volatile. Donc ça va lui permettre de, on va dire, mieux gérer ses émotions, parce que encore une fois, quand vous avez un portefeuille de 200 000 euros et que vous avez un moins 40% qui vous arrive en pleine figure, forcément que ça fait très mal émotionnellement, et c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense à gérer, on va dire, ce genre de perte. Et donc c'est pour ça que j'ai mis cet ETF en obligation, donc le TLT, à hauteur de 20% du portefeuille. Et ensuite on va avoir donc un MSCI EAFE Value, donc le TF EFV, qui va permettre donc d'avoir une partie value dans ce portefeuille là, qui est donc principalement, donc il y a des large cap value. Et en fait, il faut savoir que cet ETF là, donc il y a aussi, donc c'est à l'international, donc c'est à la fois l'Europe, va y avoir aussi l'Extrême-Orient et également l'Océanie. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine diversification, une décorrélation de par les géographies sur lesquelles on est exposé. Et en fait, il faut savoir que cet ETF, si je me mets directement sur l'indice, ça va être plus simple. Depuis 1974, on est sur un rendement annuel moyen de 10,97%, ce qui est donc quasiment 11% par an, ce qui est en fait énorme. Et c'est là qu'on voit que le marché value, la stratégie value est une stratégie qui est notamment très intéressante. Et même si ces dernières années ça n'a pas été très intéressant, parce qu'on a eu des entreprises de croissance qui ont explosé, notamment les GAFAM, les 7 magnifiques, etc., qu'on connaît tous aujourd'hui, mais sur le long terme, notamment depuis 1974, on peut voir que c'est une stratégie qui est quand même gagnante. Et de toute façon, sur le long terme, quand on voit sur un historique de plus de 100 ans, je pense que d'ailleurs j'avais montré ça, je crois, un graphique qui montrait justement la différence entre l'investissement dans la croissance et l'investissement dans le value. On voit que l'investissement en value gagne toujours sur le très long terme. Et là, on peut voir que depuis 1974, on est quand même sur un rendement qui est de 11% annualisé. Et ça permet, encore une fois, en plus d'avoir un rendement qui est très bon, d'avoir une certaine décorrélation de par les géographies sur lesquelles on est exposé. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant. Et donc là, j'ai mis à hauteur de 15% du portefeuille. Et comme ça, voilà, on a 15% de rates, 15% de MSCI EAFE Value, et de notre côté, donc des large cap value en dehors des US. Et de notre côté, on est sur 50% sur le marché US, pour quand même avoir une grosse base là-dessus. Et ensuite, on va avoir donc 20%, les 20% restants en obligation, pour pouvoir diminuer la volatilité. Et donc là, j'ai essayé de reprendre les différentes répartitions. Alors, il faut savoir que c'est pas exactement les mêmes, on va dire les mêmes ETF, les mêmes indices, etc. Donc la performance peut varier. Et à mon avis, la performance si on prend exactement les bons indices sur ces ETF, etc. Si on prend les bons ETF, je pense qu'on est sur une performance qui
qui est plus intéressante que les backtests. Mais voilà, mais globalement, on est sur donc une répartition qui est donc d'un côté US au niveau des actions, ensuite les rates, ensuite on va avoir les bons du trésor américain, et ensuite on va avoir donc les large cap value en dehors des US. Et on peut voir que là, si on prend donc le portefeuille donc en bleu foncé, on est donc quand même sur une performance qui est bien évidemment inférieure aux performances du marché américain. Si on est à 100% sur le marché américain, donc la courbe verte, si on est sur le vert, bah, globalement on est 100% du marché américain, et le portefeuille donc gris, c'est celui qui est à 100% d'obligations. Donc là on peut voir que bah, voilà, le portefeuille, notre portefeuille est quand même inférieur à des performances inférieures à celles du marché américain, mais par contre on est sur une volatilité et des drawdowns qui sont beaucoup plus qui sont un peu plus faibles, donc pas beaucoup plus faibles non plus, notamment durant la crise des subprimes. On voit qu'on a quand même bien chuté, presque autant que le portefeuille qui est à 100% sur les actions US. Mais de notre côté, par exemple, sur les actions sur par exemple la crise des années 2000, bah, on voit qu'on a beaucoup moins chuté, on a chuté à moins 20%, tandis que bah, les actions US ont chuté à moins 40%. Donc ça montre quand même la solidité de ce portefeuille par rapport à celui qui est exposé à 100% sur les actions US en termes de volatilité en tout cas, parce que c'est sûr qu'en termes de performance, pareil, bah on est un peu en dessous. Au niveau des performances, justement, on est à 9,2% par an depuis 1994. Donc on est passé de 10K, donc 10 000 euros, à 146 000 euros. Si vous avez mis 10 000 euros, globalement, vous auriez 146 000 euros. De notre côté, net d'inflation, on est à 10 000 euros. On est passé de 10 000 euros à 69 000 euros de pouvoir d'achat. Donc en gros, on a eu une performance réelle de 6,4% par an. Donc maintenant, on passe à Marc. Marc qui a, donc je le rappelle, je vais reprendre très rapidement son profil d'investisseur. On est sur un horizon d'investissement qui est de 40 ans, donc très très élevé. Une tolérance au risque aussi très élevée. Un objectif de rendement qui est de 10% annuel et un temps à consacrer qui est supérieur à 4 heures par mois. Donc là, pour le coup, il y a vraiment, tout est aligné aussi. Donc là, on va voir ce qu'on peut faire. Donc il y a plein de possibilités, évidemment. Encore une fois, là, c'est une base. Donc là, pour le coup, ce qu'on peut faire, c'est avoir un gros socle passif en ETF en action aux US, pareil, sur un PEA, par exemple. Donc on va prendre l'ETF ESE à hauteur de 30%. Donc là, ça permet d'avoir une performance de marché. Encore une fois, ça, c'est l'objectif, avoir une performance de marché. Et ensuite, les 70% restants, on peut aller chercher du socle actif, où on va aller, par exemple, chercher des small cap value. Donc là, on peut faire par exemple, alors pour aller chercher des small cap value, soit on va sur un ETF, si vous voulez avoir un ETF, donc vous avez notamment l'ETF Vanguard Small Cap Value Index, donc le VBR, qui peut vous permettre de répliquer l'indice des small cap value, soit vous allez aller chercher vous-même des actions, vous allez dénicher des actions value. Et là, pour le coup, vous avez pas mal de choix, hein, personnellement. Donc là, j'ai fait une checklist de 5 actions value. Donc elles sont disponibles directement dans la mind map. Jusque-là, je ne vais pas vous les montrer. Donc vous pouvez directement télécharger la mind map dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez juste votre email et moi, je vous envoie la mind map et vous pouvez directement voir ces actions-là. Je vous ai mis également à disposition quelques graphiques pour voir si elles sont qualitatives ou pas, la croissance du chiffre d'affaires, etc., ce genre de caractéristiques. Et donc, pareil, une action par pays. Donc là, pour le coup, il y aura une action aux US, une action en Australie, une action en Suède, une action en Espagne et une action en Pologne. Donc ça permettra de bien diversifier vos investissements afin d'avoir une meilleure décorrélation de votre portefeuille. Donc ensuite, on va avoir 20% dans des large cap value ou GARP. Donc la différence entre le value et le GARP, en gros, le value, ça va être le fait de payer des entreprises à un prix inférieur à la valeur intrinsèque qu'on estime de l'entreprise. Et d'un autre côté, le GARP, ça va être le fait de payer une entreprise proche de sa valeur intrinsèque. Donc GARP, ça veut dire Growth at Reasonable Price, je crois que c'est un truc comme ça. Donc en gros, croissance à prix raisonnable. Donc en gros, ça veut dire que vous allez payer des entreprises de croissance à des prix qui sont raisonnables, qui sont proches de la valeur intrinsèque. Donc vous n'allez pas essayer de payer un prix en dessous de la valeur intrinsèque, mais de payer justement le juste prix pour ce genre d'entreprise. Et donc là, vous allez avoir donc deux manières, soit un ETF. Donc là, j'ai pris un ETF value en l'occurrence, donc le Vanguard Large Cap Value, donc le VTV. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi dénicher des entreprises, donc une checklist de 5 large cap value et GARP. Donc je vous en ai mis 5 aussi. Donc il y en aura, je crois qu'il y en a une ou deux aux US, une au Royaume-Uni, une en Chine et une pareil en Suède. Donc ça vous permet encore une fois de bien décorréler votre portefeuille et avoir une diversification intelligente de votre portefeuille afin que
il y a une meilleure décorrélation, etc., etc. Donc, pour avoir un meilleur, on va dire, équilibre au sein de votre portefeuille. Donc ensuite, au niveau des performances et des caractéristiques, là pour le coup, j'ai pas pu mettre, on va dire, plein, enfin même la performance, en fait, je l'ai mis juste pour, on va dire, donner une approximation de ce que ça pourrait donner, mais globalement, ça va vraiment jouer en fonction de ce que vous prenez comme action, si vous privilégiez le fait de dénicher vos actions ou de prendre des ETF, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis, on va dire, autant de caractéristiques, autant de données que ce qu'on avait juste au-dessus, parce que ça va dépendre des actions choisies, des ETF choisis, etc. Donc voilà, mais globalement, vous pouvez vous attendre à une performance qui soit supérieure à celle du marché si vous faites bien, on va dire, votre boulot. Et globalement, vous allez avoir, voilà, par exemple, si je prends les indices juste ici, donc les indices tac, voilà. Donc ces indices-là, donc l'indice du Vanguard Small Cap Value et aussi le Large Cap Value et aussi donc la performance des marchés US, donc le S&P 500, on est en moyenne à 12,44% par an de performance avant inflation, et on est à 9% par an de performance nette d'inflation. Donc je rappelle que le marché américain en moyenne nette d'inflation, il fait depuis 1900 quelque chose comme 6,7, 6,8% par an de performance. Là, on est à 9% par an, ce qui est quand même bien supérieur à la performance du marché. Et on voit que depuis 1972, on passe pour une performance nominale donc de 10K, 10 000 euros à 4,8 millions. Et donc c'est quand même un horizon de temps jusqu'en 2024 aujourd'hui de plus de 50 ans. Et on passe de 10 000 euros à 634 000 euros de pouvoir d'achat, ce qui est quand même monumental. Et c'est là qu'on voit l'impact que peut avoir, on va dire, le stock picking sur votre portefeuille, le fait de choisir des actions exceptionnelles, de les payer à des prix justes. Et là, on peut voir vraiment l'impact sur votre patrimoine, vraiment qui peut vraiment décupler sur le long terme par rapport à quelqu'un qui choisit seulement d'être sur des ETF, etc. Là, vous pouvez vraiment massacrer le marché si vous faites les choses bien. Donc voilà, donc je le rappelle, si vous voulez télécharger gratuitement la mind map et obtenir la checklist des large cap et des small cap, vous avez juste à aller dans la description, vous pouvez directement télécharger gratuitement tout ça. Maintenant, nous, on passe à la suite. Donc maintenant, au niveau du suivi de portefeuille, donc on va reprendre les 3 profils qu'on a. Donc par exemple, si on prend celui de Manon, donc il faut, le mieux, c'est de ne pas passer plus d'un ordre par mois, parce qu'effectivement, quand on a par exemple 100 euros par mois à investir, même 150 euros, 200, etc., et, ce sont des petits montants. Et en fait, quand par exemple, plus on va faire d'ordre, plus on va payer des frais de transaction. Et comme on l'a vu, par exemple, sur Interactive Broker, on a à peu près 0,35 voire 1 dollar de frais de transaction par ordre. Donc si par exemple vous faites 2, 3, voire 4 transactions tous les mois, vous allez avoir 4%, 3%, etc. de votre portefeuille qui va partir en frais de transaction. Donc c'est vraiment pas du tout optimal. Le but, c'est vraiment de minimiser le nombre d'ordres tous les mois, et donc se fixer une limite, voilà, pas plus d'un ordre par mois. Et aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que par exemple, dans le cas de Manon, on a en fait un portefeuille qui est à 50-50, c'est-à-dire que là, on est par exemple à 50% sur un ETF S&P 500, donc l'ESE, et un autre ETF qui est le GOVT, donc un ETF en obligation du Trésor américain. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est justement que si les actions surperforment les obligations sur le long terme, est-ce que je devrais couper mes gains sur les actions pour investir dans les obligations pour rester à 50-50 ? Non, justement, ça c'est une grosse erreur à pas faire. Plus vous attendez sur le marché action, et plus vous avez une grosse probabilité de faire des gains. Donc justement, il ne faut pas couper vos gains pour investir dans les obligations, parce que sur le long terme, les obligations sous-performent les actions. Donc pour le coup, c'est un peu ce que disait Peter Lynch, il faut pas arroser il faut pas couper les fleurs pour arroser les mauvaises herbes. Là, c'est la même chose, il faut pas couper vos gains sur les actions pour aller sur les obligations. Justement, restez sur le budget que vous vous êtes fixé pour investir dans les obligations, et restez sur le budget sur lequel vous êtes fixé pour investir dans les actions. Et comme ça, après, vous laissez courir durant toute votre période d'investissement. Et ensuite, après, une fois que vous aurez terminé, là, vous pourrez penser à votre stratégie de sortie, mais justement pas avant. Faut surtout pas couper les gains avant, parce que sinon, vous allez juste compromettre et détériorer votre rendement. Donc par exemple, si vous avez juste un ordre par mois à passer, vous faites un mois par exemple, vous investissez dans les obligations, et un mois sur lequel vous allez investir dans les actions, et vous alternez comme ça. Et là, tout simplement, vous allez investir, effectivement, vous allez avoir un écart qui va se creuser entre les deux, c'est-à-dire que si les actions vont surperformer les obligations sur le long terme, forcément que votre portefeuille ne restera pas à 50-50, il y aura forcément un 70-30 ou quelque chose comme ça, parce que les obligations vont prendre de moins en moins de place au fur et à mesure que les actions vont progresser, parce que il y a un différentiel de performance, mais le but, c'est justement de pas toucher à ça. Donc voilà, ensuite pour Joris, il faut, donc j'ai mis 2 ordres par mois maximum, et pour Marc, j'ai mis aussi 3 ordres par mois maximum. Alors ça reste à titre indicatif. Le mieux pour moi, je trouve, c'est quand même de ne pas dépasser
un ordre par mois, quelle que soit votre situation. Comme ça vous oblige à faire un choix. Alors effectivement, parfois, surtout dans le cas de marque où vous allez avoir des actions individuelles, si vous avez par exemple des actions individuelles, là forcément, vous allez être sujet à faire de plus en plus d'arbitrage. Enfin, plus d'arbitrage que la personne qui détient des ETF, parce que la personne qui détient des ETF, justement ça je l'ai mis juste ici, qu'en fait, une fois que votre portefeuille est constitué, ne vendez pas tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. Il n'y a aucune raison de vendre tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, tant que vous n'avez pas atteint, on va dire, vous n'avez pas complété votre durée d'investissement, etc. Vous n'avez aucune raison de vendre. Alors que justement, le stock picking, suivez vos entreprises de près, suivez vos actions de près et n'arbitrez seulement que dans certains cas. Par exemple, les mauvais résultats, donc ça peut être des red flags, ça peut être des mauvais résultats justement, ça peut être des pertes d'avantages concurrentiels, etc., etc. Mais même ça arrive pas souvent. Quand vous sélectionnez très bien vos entreprises, ça arrive pas souvent. Et donc aussi ce que vous pouvez, et ça peut arriver plus souvent par contre, c'est par coût d'opportunité. Par exemple, si vous avez une entreprise dans votre portefeuille et que finalement vous connaissiez pas un concurrent et que vous préférez le concurrent à l'entreprise que vous avez actuellement, là pour le coup, oui, vous pouvez arbitrer si vous avez un coût d'opportunité qui est gros. Donc voilà. Mais de manière générale, si vous avez des ETF, donc là je parle pour vraiment le cas de Joris et de Manon, une fois que votre portefeuille est constitué, vous n'avez aucune raison de vendre, vous achetez et vous conservez tout simplement. Par contre, le stock picking, effectivement, c'est différent. Ça va être en fonction, ça peut être en fonction des tendances de marché, etc. Mais globalement, là aussi, il faut que ça soit, on va dire, exceptionnel quand vous faites un arbitrage, quand vous vendez une action, parce que finalement, plus vous faites de transactions, plus vous allez sous-performer le marché automatiquement. Donc, il faut vraiment pas faire de market timing au sens de rentrer et sortir du marché sans cesse. Par contre, voilà. Donc ça, après, j'ai une notion aussi de market timing qui est assez précise, assez tranchée, c'est-à-dire que rentrer et sortir sur le marché, ça sert à rien, mais par contre, rentrer au bon moment, ça peut se faire dans les cas où, par exemple, vous avez des grosses chutes d'actions, etc., et que vous pouvez profiter des opportunités, typiquement, je sais pas, Meta en 2022, etc., etc. Donc voilà. Donc pour venir au nombre d'ordres par mois à faire, en fait, donc là, encore une fois, c'est à titre indicatif, mais plus vous avez d'argent, moins vous serez impacté par les frais de transaction et plus vous pourrez vous permettre de faire plusieurs ordres par mois, même si encore une fois pour l'investissement long terme le but c'est de minimiser ce genre d'action, parce que sinon après vous allez automatiquement vous pouvez tomber dans des biais psychologiques qui font que vous allez sauter d'opportunité en opportunité, donc le syndrome de l'objet brillant, qui fait que finalement vous allez faire plein d'ordres par mois et réduire votre performance. Donc le but c'est quand même de ne pas tomber là-dedans et de minimiser les ordres que vous faites tous les mois. Ensuite, finalement, chose très importante au niveau de la psychologie de marché. Donc, en fait, il faut savoir que le fait de perdre 20% sur 1000 euros, ça je l'ai déjà dit, c'est pas la même chose que perdre 20% sur 100 000 euros. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien, de 1, définir son profil, mais de 2, il faut être conscient de finalement vos objectifs d'investissement. Si vous êtes là pour du long terme, vous n'avez aucune raison de paniquer à court terme. Parce que, en fait, quand vous apprenez finalement comment marche le marché action, en fait, vous voyez que tout est cyclique en fait. Il y a des cycles et que globalement, on est gagnant sur le marché action sur le long terme parce que il monte plus fort qu'il ne descend. En fait, c'est aussi simple que ça. Et donc, globalement, quand on regarde les marchés haussiers, par exemple, le marché haussier de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, à la fin des années 90, on voit que c'est un marché. Ce marché haussier-là a duré plus de 12 ans et a rapporté quasiment 17% par an. Mais derrière, on a eu une grosse chute, justement 3 années d'affilée où on a eu un marché baissier. Et donc forcément, certes, sur cette période de 12 ans, vous allez être content, mais derrière, vous allez connaître une grosse chute. Donc c'est pour ça qu'il faut être préparé psychologiquement à ce genre de chute, parce que si vous avez un horizon de temps qui est long, tôt ou tard, vous avez une grosse probabilité que ça arrive. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'être conscient de ça. Et finalement, l'objectif quand on investit en bourse, c'est de se créer un patrimoine. Donc forcément, tôt ou tard, vous ferez face, en tout cas, en fait, je vous le souhaite de faire face à cette situation, parce que ça veut dire que vous aurez des comptes d'investissement qui seront vraiment remplis, qui seront vraiment à 100 000 euros, plus de 100 000 euros, etc. Mais après, il faut savoir tenir, justement. Le but du jeu, c'est de savoir tenir. Et c'est ce que disait Morgan Housel dans son livre La psychologie de l'argent, c'est justement le risque sur les marchés financiers, il est sur l'incertitude. Finalement, le fait qu'on ne sait pas de quoi est fait demain et comment finalement les marchés financiers vont réagir demain. Par contre, on sait que sur le long terme, ils rapportent de l'argent. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Et de toute façon, on le voit sur ce graphique-là qui retrace la performance et les différents cycles des marchés financiers depuis 1942. On voit qu'on a eu des crises qui ont été
catastrophiques, hein, notamment dans les années 70, la crise, suite à la crise, le choc pétrolier, etc., moins 40% sur les marchés financiers, la crise des subprimes, évidemment, la bulle technologique, on a également le Black Monday, etc. Donc vraiment, voilà, donc faut savoir que dans tous les cas, sur le long terme, c'est haussier. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le moins de transactions possible, et aussi de regarder le moins possible vos courtiers, vos comptes d'investissement. Comme ça vous permet d'être, on va dire, neutre face à on va dire vos comptes d'investissement. Et le but, c'est justement de ne pas réagir lorsqu'il y a des baisses, lorsqu'il y a des hausses, juste de continuer à investir régulièrement. Et comme ça, vous aurez vraiment votre patrimoine qui se construira sur le long terme. Et pareil, là, ça va être donc un graphique qui montre la psychologie d'un cycle de marché. Donc en gros, ça c'est par exemple, je crois qu'il y a aussi Newton qui s'est fait avoir lorsqu'il avait investi dans la Compagnie des Mers du Sud dans les années 1720. Si je dis pas de bêtises, on était donc voilà. Donc par exemple, quand on est dans un cycle haussier, il y a tout le monde qui va être optimiste, et ensuite on arrive dans un cycle qui est vraiment euphorique, etc. Et ensuite, quand le marché descend, quand le marché baisse, tout le monde panique, finalement tout le monde vend par peur. Et le but, c'est justement de ne pas céder. Là-dedans, faut pas capituler, faut pas tomber dans une phase de capitulation. Si vous tombez dans cette phase de capitulation, vous avez perdu, vous perdez au jeu du marché justement. Et le but, c'est de ne pas c'est de faire face à cette phase de capitulation et de ne pas tomber. Et ça, même si on peut dire, on voit partout finalement sur les réseaux, etc., que c'est important, la psychologie, etc. Et la vérité, c'est que oui, c'est très très important. Donc vraiment, surtout quand vous avez des gros portefeuilles, faites vraiment attention à ça et ne tombez pas, ne capitulez pas aussi facilement quand vous avez des grosses baisses sur vos portefeuilles. Fermez les yeux, et vraiment, c'est le mieux qui pourrait arriver, en tout cas quand vous investissez sur le marché. Quand vous faites du stock picking, c'est autre chose, mais en tout cas quand vous investissez sur le marché via des ETF, le mieux, c'est vraiment de fermer les yeux. Encore une fois, on a eu l'exemple en 2022, le marché a chuté de, je crois, moins 15, moins 20%, voire moins 25, voire moins 25% pour le Nasdaq, etc. Donc derrière, on a eu une poussée qui a été monumentale derrière. Donc il n'y a pas, franchement, sur le long terme, soyez optimistes. Et ne soyez pas alarmiste, on va dire, sur les marchés financiers. N'ayez pas peur de vos investissements, parce que à long terme, les marchés l'ont prouvé des centaines et des centaines de fois, ils montent. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à télécharger la mind map dans la description, et en attendant, nous on se dit à la prochaine.